Anne Hidalgo a-t-elle livré Paris aux barons du foncier et aux géants des concessions alors que le premier tour des municipales approche à grands pas? C'est dans moins d'un mois maintenant et c'est une élection très disputée. L'hebdomadaire Marianne a mené l'enquête justement sur ce terme et il se trouve que son rédacteur en chef est avec nous, Emmanuel Lévy. Bonjour. Bonjour. Donc on commence avec l'immobilier, hein, c'est ce que vous mettez en avant dans votre enquête. Apparemment, la mairie de Paris n'est pas très regardante sur le prix auquel il cède ses immeubles. Alors, c'est très intéressant ce qui s'est passé dans la dernière mandature, puisqu'on a vu apparaître un nouveau système d'appel d'offres, hein, puisque c'était des appels à projets innovants. Alors, sous le caractère innovant, on a pu se sortir du système réglementaire classique de la commande publique. Donc ça s'appelle Réinventer Paris 1, Réinventer Paris 2, Réinventer la Seine. Il y a un slogan qui Alors noie un peu le poisson. Voilà, on a vu un peu des très beaux dessins de croquis d'architectes avec notamment des arbres partout, des bacs à fleurs. D'ailleurs c'est assez marrant, on peut d'ailleurs regarder ce qui s'est passé avec le PLU 2016 qui précède tout ce truc-là. C'est que tous ces arbres qui sont sur les balcons ou qui sont des façades, des façades végétalisées, bah, ça compte pour une partie 0,5 ou 0,25 d'une parcelle qui est en pleine terre, par terre. Donc on peut mettre C'est-à-dire moins que les nouveaux projets immobiliers doivent comporter de l'espace vert? Bah, on doit toujours avoir de l'espace vert au sol. Ça, Mais quand il n'y a plus de place ou qu'on construit ou qu'on ben, exploite vraiment le moindre centimètre, on peut le mettre en hauteur. On peut le compter, on le compte. Ouais. Bon, alors ça, c'était les trucs utopiques, c'était les présentations des projets. Mais bon, au final, les Réinventer Paris 1, Réinventer Paris 2, ça commence à rendre les gens un peu fous de les ex-amis de Madame Hidalgo, qui étaient les personnes qui étaient dans la précédente. Parce qu'il y a des gens derrière qui poussent à ça, c'est pas forcément elle? Bah, c'est son premier adjoint, enfin l'adjoint qui s'occupe de l'urbanisme, M. Messica, qui a inventé ce système-là. Et qui rend un peu fou ses prédécesseurs. D'ailleurs, ce qui dans Marianne, son prédécesseur, M. Café, a explicitement dit que c'était une privatisation du foncier pour pas cher. Bon, il y a les géants de la promotion immobilière qui en profitent, et puis il y a les entrepreneurs, des grands entrepreneurs, des milliardaires aussi qui en profitent. Qui sont-ils? Alors déjà, c'est pas leur métier de base. Non, on est loin du luxe, on est loin des télécoms, mais il y a deux personnes notamment qui sont très intéressés à ces opérations, qui sont Xavier Niel et Bernard Arnault, qui Free LVMH, qui ont déjà pour chacun déjà un petit peu de business dans l'immobilier à Paris, là, avec la station F, notamment son école dans le 13e. Donc ça, c'est M. Xavier Niel. Et puis il y a M. Bernard Arnault qui a quasiment sa petite principauté au Bois de Boulogne, puisqu'il a réussi à mettre la main à opérer le jardin d'acclimatation, qui est un petit jardin de et puis il y a surtout jeu. la fondation, Cette fameuse fondation, c'est moi qui offre aux Parisiens, c'est vous qui payez, puisque c'est 800 millions d'euros. Comment ça? C'est les Parisiens qui ont payé pour ça? Pas les Parisiens, c'est le contribuable national avec la fameuse niche fiscale mécénat, puisque 60% du truc a été payé par les Parisiens. Mais on s'éloigne de notre sujet, puisque il y a ça, mais il y a aussi toutes les opérations immobilières qui sont faites à travers des acteurs comme Emmerich ou la compagnie de Fasbourg. Et Emmerich, ses sponsors, ce sont justement M. Xavier Niel et M. Bernard Arnault. Il y a une très belle opération qui se fait à Boulevard Morland, 42 000 m² qui était l'ancienne préfecture d'Île-de-France et qui aujourd'hui a été achetée pour 130 millions d'euros. La fondation Vuitton, donc effectivement, il y a la dimension mécénat qui permet de baisser les impôts. Mais alors pour la station F de Xavier Niel, c'est pas du mécénat, ça? Non, c'est pas du mécénat. Ça, c'est une opération qui a été réalisée. Au début, Paris voulait mettre à terre. C'était très intéressant comment c'est passé. Mais ça, on n'est pas dans les Réinventer Paris. Les Réinventer Paris, qui sont les appels à projets innovants. Donc, sous le caractère innovant, on peut mettre beaucoup de choses. Et notamment passer d'un système où on passe du mieux disant, et d'ailleurs M. Messica ne s'en cache pas, à un système de concours de beauté. Et donc, ce n'est pas celui qui met le plus d'argent sur la table, comme c'était le cas dans les précédentes opérations de la ville de Paris avec les zones d'aménagement concertées, mais c'est celui qui rend le plus beau projet selon un jury dont on ne connaît pas les PV, dont on ne sait pas. Bon. D'accord. Non, les PV ne sont pas publiés. Dernière question sur l'immobilier, il y a aussi la perspective des Jeux Olympiques. C'est une véritable aubaine pour
un petit peu adapter les règles en Alors, vigueur. il y a eu, donc, la ville de Paris a surfé sur son nouveau PLU qu'elle a créé en 2016. Elle a surfé sur l'utilisation des projets innovants, appel à projets innovants urbains. C'est tellement fort que ça a été repris partout dans le Grand Paris. Aujourd'hui, il y a presque 2,5 millions de mètres carrés qui sont sous cette norme, nouvelle norme de la commande publique. C'est fort. Mais il n'y a pas que ça, puisque maintenant, la ville de Paris profite aussi du futur projet des Jeux Olympiques, enfin, futur projet du projet des Jeux Olympiques, c'est sur les rails. 4 ans. 4 ans, et qui déroge à de nombreuses règles d'urbanisme, et notamment... Ça permet quoi? Ça permet de pouvoir faire la tour triangle, ou de pouvoir... cette fameuse tour triangle, qui est un sujet un petit peu délicat. touchy. Mais bon... Dans le 15e arrondissement. Bingo, maintenant, le projet de loi la loi sur les JO permet de faire passer tout ça. Et puis vous développez aussi sur les concessions. Alors il y a 2 noms qui reviennent tout le temps, c'est Engie et Veolia. Alors les concessions, la délégation de service public, c'est normalement c'est pas la tasse de thé de la mairie de gauche se proposait d'être. Parce que ça revient à privatiser finalement. Plein de services, c'est pas très socialiste ça. C'est pas très socialiste. Alors effectivement, il y a le petit bijou, c'est Eau de Paris qui a été mis en avant, qui est le service d'eau qui a été remunicipalisé mais sous Delanoë, alors qu'il continue à l'être. Pour combien de temps, on ne sait pas très bien, parce que potentiellement la compétence pourrait revenir au Grand Paris. Et le Grand Paris, c'est le CEDIF, et le CEDIF, c'est Veolia. D'accord. Serait et alors Engie, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Alors Engie, ils ont un petit sujet avec Paris, c'est c'est d'apparaître comme Engie Paris, parce qu'ils ont déjà 3 des plus grandes concessions de la capitale, puisqu'ils ont le chauffage urbain, ils ont le froid. CPCU, c'est un logo qu'on voit beaucoup à Paris. Ouais. Alors on voit beaucoup le logo de CPCU en ce moment, parce que c'est eux qui font quasiment la moitié des trous. Et ça, parce que c'est ce que vous dites dans votre article, parce qu'ils arrivent en fin de contrat. Alors, voilà, je finis sur les 3. Donc Engie, c'est le chaud, le froid, avec Climespace, et Gaz de France, puisque Gaz de France est une aimable filiale de Engie. Donc Climespace et CPCU vont voir leur fin de délégation arriver là, dans les toutes prochaines années. Donc ça va être compliqué de garder les 3. CPCU va sans doute être attribué pour l'instant. Ils font plein de travaux pourquoi? Pour justifier. Alors ça c'est le grand sujet. Un prix plus élevé. Le grand jeu des opérateurs délégataires, c'est arriver à la fin du contrat en maximisant le chèque de sortie. Et pour ça c'est simple. Si vous êtes chez vous locataire et que vous arrangez, vous faites du mieux et que vous rendez mieux le local que vous l'avez trouvé. On est censé le rendre dans l'état. On est censé le rendre dans l'état. On peut négocier. Dans les concessions, si on fait mieux, on peut facturer les travaux. Donc ce que fait Engie au travers de la CPCU, c'est de changer dire qu'il fait une amélioration, donc ça fait depuis 2014 et les montées en puissance, qui fait des trous dans Paris pour dire qu'il fait plein de trucs. Et que ça va coûter à la fin 200 millions d'euros aux Parisiens. Le plus beau ratage aux yeux des Parisiens, c'est quand même Vélib. Hein. Alors Vélib, le Canard enchaîné, a fait un très beau papier cette semaine où on voit que la mairie de Paris a baissé a fait une fleur à son délégataire en n'appliquant pas les pénalités qui étaient... C'est un Toulousain, hein, je crois. Pas que. Ouais. C'est Decaux qui a été battu voilà, dans la compétition. C'est Decaux qui a perdu et c'est Smooth & Go qui a gagné. Ce qui est très intéressant et ce qui est amusant, c'est que ce foirage complet de l'appel d'offres jusqu'à la mise en œuvre, puisqu'on a vu... Ça a été retardé de quoi? D'un an au moins? Ça a été retardé d'un an, il a fallu refaire des trous parce que c'était pas compatible. Et puis là de nouveau, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit pratiquement plus de Vélib disponibles. Ça c'est les conséquences de la grève. Qui ont sursollicité les Vélib, il faut les réparer maintenant. Effectivement, ce n'est pas paramétré pour une telle intensité d'usage. Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne qui était d'âge donc le directeur des affaires juridiques de la ville de Paris, qui a donc piloté et validé ces contrats assez délicat et dont on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas terribles, il a une bonne promotion, il est numéro 2 du secrétaire général de la ville de Paris. Bon, voilà. Bon, et il y en a pour combien de la concession, comment s'appelle le concessionnaire du Vélib? Smooth & Go. Smooth & Go, court jusqu'à... j'ai plus en tête. Mais il ne peut pas être mis en cause du fait de tous ces couacs, il ne peut pas être mis en cause la remise en cause... Si jamais Anne Hidalgo n'est pas reconduite, par exemple.
Alors je ne crois pas, non. Ouais. Je n'ai pas étudié dans le détail le contrat. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que comme délégataire, il avait des obligations de résultats et que ces résultats n'étant pas atteints, ce sont justement les pénalités dont on parlait tout à l'heure qui auraient dû être payées et qui atteignaient un niveau très élevé. Et le Canard enchaîné fait état d'une petite renégociation à la Voilà, baisse. on leur épargne ces pénalités. On leur épargne une partie des pénalités. Très bien. Bah, à lire donc dans Marianne, on peut peut-être montrer justement ce dossier, bah, justement donc avec Anne Hidalgo qui est en une de Marianne. Merci Voilà. beaucoup Emmanuel Lévy d'avoir été avec nous, rédacteur en chef Avec plaisir, de merci. l'hebdomadaire Marianne.